Avec 4 millions de rats sous Paris, ces temps-ci, certains se frottent les mains. Des professionnels qui ont fait du rongeur leur spécialité. Ce matin-là, Yves, dératiseur, débarque dans sa boutique où il rejoint son frère Charlie. C'est bien. On a rentré là, le nouveau produit, là, c'est top. Hein. Tous les deux sont à la tête de 6 boutiques dans la capitale. C'est une affaire de famille alors? Ah bien sûr, ça c'est. On a grandi ensemble. C'est même pas une question d'affaire de famille, on a toujours travaillé ensemble. Toujours. Voilà, ça fait plus de 30 ans. Plus qu'un métier pour ces deux frères, la dératisation, c'est avant tout une passion. En témoigne la vitrine du magasin avec cette collection de rongeurs empaillés. Phobique, s'abstenir. Donne-moi le rat d'ici, le noir. Doucement quand tu le lèves. Attention parce qu'il mord. Hein. Mais la star de la boutique, le plus redouté des rongeurs, c'est le Rattus norvegicus, plus communément appelé rat d'égout. Voilà, ce qu'on peut trouver dans Paris, c'est ça. Il est bien fait, hein. Un rat d'égout, ça. Rat d'égout, ça, c'est les petits rats d'égout qu'on trouve partout. Cette espèce peut mesurer jusqu'à 30 cm et peser plus de 600 grammes. Tout ce qu'on rejette, ils sont derrière nous pour essayer de récupérer, de se nourrir avec. Alors pour les éradiquer, ces professionnels emploient les grands moyens. Le rongeur, il va venir. Hop, fini. Ça, c'est vraiment le rongeur ne peut plus bouger. Hein. Mais Yves et Charlie proposent aussi du matériel de plus en plus sophistiqué. Alors c'est très simple d'utilisation, c'est ça. Donc ici, à ce niveau-là, on met un appât. Pour moi, le mieux, c'est du beurre de cacahuète ou un petit bout de tomate. Ouais, donc il est attiré par l'odeur, il rentre et s'électrocute à l'intérieur. Voilà, c'est efficace. Comptez 100 € tout de même pour ce piège électrique. Pourtant, pas besoin de dépenser des fortunes pour chasser le rat. D'autres solutions moins coûteuses existent. Il y a aussi des produits naturels, enfin, il y a le poivre qu'on peut mettre derrière le frigo sous l'évier qui peuvent les repousser. Vous avez l'extrait de menthe aussi. Et puis après, le mieux, c'est le chat. Vous mettez un chat chez vous, il n'aurait plus de souris. Mais il ne faut pas trop lui donner à manger au chat. Et quand les bonnes vieilles méthodes ne fonctionnent pas, Yves n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour régler le problème. C'est bon, l'intervention est validée, il faut y aller dans moins d'une demi-heure. D'accord. Des interventions, les deux frères en ont une dizaine par semaine. C'est fait, allez, on y va. Parmi leurs clients, des particuliers, mais aussi beaucoup de commerces alimentaires très prisés par les rongeurs, comme ce snack. Bonjour. Yves est passé ici voilà 3 mois. Aujourd'hui, il vient contrôler si sa visite a donné des résultats. C'est plus consommé, donc il n'y a plus de problème. Voilà, donc il n'y a plus de crottes autour, donc il n'y a plus de rongeurs. C'est propre, on voit tout de suite quand c'est propre. Hein. On a l'habitude de faire des commerces alimentaires. Et là, c'est un lieu très très propre. Je peux vous dire que c'est rare. Hein. Les rongeurs, un sujet sensible pour les restaurateurs. Très peu acceptent de témoigner devant les caméras. Dans la restauration, on est obligé d'être exigeant sur ça. C'est un très gros problème. Ça peut faire peur à la clientèle s'ils envoient dans la salle. Ça met en doute l'hygiène du restaurant. Heureusement que voilà, on a tout pris en main pour qu'on fait appel à cette société du coup pour que tout soit nickel. Le souci, c'est qu'en surface, les souris ont peut-être débarrassé le plancher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon à courage. bientôt. Mais Yves n'est pas dupe, en sous-sol, les rats sont probablement toujours là. En arrivant dans les caves, le dératiseur expérimenté commence par prendre quelques précautions. Alors toujours faire du bruit avant de rentrer. Parce que si un rat se sent acculé, il peut vous sauter dessus. Hein. Donc toujours faire du bruit et comme il est craintif, il va se barrer. C'est-à-dire que ça peut sauter dessus? Bah, si par exemple il se sent en danger et qu'il ne peut pas se sauver, par exemple si je me trouve près de lui et qu'il ne peut pas s'échapper, il peut éventuellement attaquer. Et ça fait des bonds d'1 mètre. Mais bon, c'est très rare. Hein. Ça arrive? Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Yves ne va pas attendre longtemps avant de trouver les premiers indices. Il y a quand même des trous. Un trou fait par les rats. Tiens, là aussi, il y a un trou. Le problème avec les rongeurs, c'est que c'est du cartilage et que ça passe partout. Donc la souris, 6 mm, c'est ça à peu près.
Et le rat, c'est à peu près 1 centimètre. Et ça passe partout. Donc voilà, c'est comme du chewing-gum. Vous voyez, des trous comme ça passe. Planqués dans les sous-sols en journée, les rats ressortent la nuit, en surface. Comme ici, dans le jardin des Halles, en plein cœur de Paris. La nuit, les passants sont rares. Les rats en profitent pour sortir et chercher de la nourriture. Résultat, ces rongeurs prolifèrent à vitesse grand V. Un couple, en seulement 1 an, peut ainsi engendrer une colonie de 5000 rats. On va vérifier. Allez. Là. Alors, pour stopper l'invasion, Yves installe des pièges. C'est des boîtes hermétiques, justement, pour que si jamais il y a des enfants ou des animaux domestiques viennent, ne peuvent pas accéder aux poisons. Ce sont quand même des poisons. Et à grosse quantité, ça peut être dangereux. Et on met les appâts à ce niveau-là. Voilà, ça a été rongé. Ce poison provoque une hémorragie interne, entraînant la mort du rat quelques heures plus tard. Le rat mange le poison. Il ne meurt pas tout de suite. Donc c'est fait exprès. Si un rat mange un poison et que l'autre le voit mourir par rapport à ce poison, ils ne se toucheront plus. Et le rat, c'est super intelligent. Einstein, il avait dit que si le rat il avait la taille de l'homme, ça serait lui le maître du monde. Hein. Je ne sais pas s'il avait raison, mais c'est une réalité. Des rats à l'affût des déchets qui envahissent nos centres-villes. Une insalubrité croissante qui menace la santé des habitants, voire leur sécurité. Dans certaines grandes villes, des quartiers entiers posent problème. De retour à Marseille, nous poursuivons notre enquête. Derrière le vieux port ensoleillé se cache une autre réalité. Dans la cité phocéenne, 1 habitant sur 10 vivrait dans des conditions inquiétantes. Une dérive mise en lumière par un fait divers dramatique, fin 2018 au cœur de la ville. Il était 9 h ce matin lorsque 2 immeubles se sont effondrés en quelques secondes non loin du vieux port de Marseille. Le bilan est encore incertain, mais le maire de la ville n'exclut pas qu'il y ait d'autres victimes dans les décombres de ces bâtisses extrêmement vétustes. Le bilan, 8 personnes retrouvées mortes sous les gravats. Les rescapés n'ont eu que quelques secondes pour fuir. Peu de temps avant la catastrophe, un habitant filme l'intérieur de son appartement. Il est 8h45 ce matin-là. On a l'impression que le sol est en train de couler. En quelques heures, ça s'est aggravé. Fissures, sol affaissé, porte qui ne ferme plus, l'appartement se disloque sous les yeux de son locataire. Là, c'est la cuisine. Cette porte se fermait, elle ne se ferme plus. La catastrophe est imminente. Là, on entend des petits bruits. Ça empire. Il y a une urgence. Clairement. 20 minutes plus tard, le bâtiment s'effondre. Par chance, l'auteur de la vidéo a eu le temps de quitter les lieux. Depuis cette catastrophe, les Marseillais découvrent l'ampleur du problème. 400 immeubles, identifiés comme dangereux, ont été fermés. Ce jour-là, justement, alors que nous tournons, nous assistons à l'évacuation d'une famille. Nous sommes dans la tristement célèbre rue d'Aubagne, à quelques mètres de l'endroit où se sont effondrés les 2 immeubles. Les pompiers viennent d'être appelés pour intervenir au dernier étage de cette bâtisse. Toufik et sa famille sont les locataires d'un appartement qui présente des signes inquiétants. En fait, il y a des pompiers qui sont venus pour vérifier le plancher, le plafond. Et pour cause, il y a quelques jours, une partie du plafond de l'appartement de Toufik s'est effondrée. Après l'inspection des pompiers, mauvaise nouvelle. Notre appartement, on n'a plus le droit d'entrer, donc on ne rentre plus. Et là, on va récupérer des affaires avec eux et ils vont voir pour les travaux. Voilà. Avant que l'appartement ne soit condamné, Toufik et sa famille ont une demi-heure pour prendre leurs affaires. Ah, c'est bon, on est plein. Ça vous fait quoi là?
Ça met en colère. Moi. Pourquoi? Il faut faire vite, il faut faire je sais pas quoi. Aujourd'hui, ils doivent se contenter de quelques vêtements de rechange et faire une croix sur le superflu. Ben, tu vas la mettre où? Eh, non. Ce soir, la famille dormira à l'hôtel. Face à cette situation, sa nièce est désemparée. Je sais même pas quoi vous dire. La vérité, je suis perdue. On nous sort nos affaires comme ça de chez nous. Je suis perdue. On ne sait pas ce qu'on va devenir, mais on sait déjà qu'on est dehors. Donc, c'est ça. Dans quelques jours, nous allons accompagner Toufik à l'intérieur de l'appartement pour voir l'étendue des dégâts. Marseille, où l'insalubrité gagne tous les arrondissements, même si certains habitants ont décidé de contre-attaquer. Comme ici, dans ce quartier populaire, une décharge sauvage trône au milieu des immeubles. Ce jour-là, nous retrouvons Jean-Yves, le justicier anti-déchets. Tout ce que vous voyez ici, ça a été accumulé au cours des années par des véreux, des personnes mal intentionnées, des artisans, certains, des professionnels du bâtiment qui viennent jeter là, tout là. Il y a quelques semaines, voilà à quoi ressemblait ce quartier. Entre les immeubles, des tonnes de déchets accumulés au fil des années. Après des semaines de mobilisation, l'enthousiasme de Jean-Yves a fini par donner des résultats. Il y a un mois, jour pour jour, on a entamé une journée de nettoyage, la plus grande de France, dans un terrain privé. Et aujourd'hui, donc, on va collecter encore tout ce que vous voyez ici. Pour mener à bien l'opération, Jean-Yves a convaincu plusieurs entreprises de lui venir en aide. Ça va, la forme? Ça va, merci. Et elles n'ont pas fait dans la demi-mesure, comme avec ce tractopelle ou encore ces camions-bennes. Des moyens énormes mis à disposition gratuitement. Un élan de générosité qui étonne encore le Marseillais. De tomber sur des gens comme ça, quoi, qui viennent avec leur cœur, parce que par amour pour l'environnement, par amour pour leur ville, et qu'ils agissent comme ça pour Marseille. Ah, c'est énorme, énorme. Ah, ça, c'est... Ah, c'est... Plus de 50 camions comme celui-ci ont été nécessaires pour débarrasser la cité de ce dépotoir. Et pour éviter que cela recommence, Jean-Yves a pris des mesures anti-pollueurs qui ont été validées par la copropriété, selon lui. Alors maintenant, on les a un peu grillés, puisque, regardez, on a posé un peu des rochers, des roches un peu de partout. On va monter un peu plus haut et on va mettre de la terre ici. Donc là, ils vont devoir se trouver un autre emplacement. Je suis désolé pour eux. Aujourd'hui, les habitants sont soulagés. Pour Laïla, qui vit ici depuis 2 ans, cette situation ne pouvait plus durer. Il y avait des encombrants de partout, il y avait des déchets de partout, des ordures de partout. On était asphyxiés, c'était invivable. On n'avait pas ce petit plaisir qu'on a actuellement de sortir, d'apprécier le paysage. Et puis un jour, et bien voilà, miracle, il y a Jean-Yves qui arrive. Et franchement, il y a un changement énorme. On respire, voilà, on revit, même les mentalités ont changé. Un quartier plus propre, des habitants qui ont retrouvé le sourire. Pour le Marseillais au grand cœur, une énorme satisfaction. Je suis très heureux aujourd'hui parce que ça aboutit à des résultats et je suis fier d'être Marseillais. Mais voilà, de la mobilisation il va en falloir, car dans certains quartiers de la cité phocéenne, l'insalubrité prend des proportions inquiétantes. Après le drame de la rue d'Aubagne, Kauter a créé l'association Marseille en colère. Son objectif, venir en aide aux personnes logées dans de véritables taudis. Aujourd'hui, elle rend visite à Karima, cette retraitée de 84 ans. Comment ça va? Ça va, ça va. La vieille dame vit ici depuis 5 ans et au fil des années, elle a vu son appartement se dégrader.
Cette dame balaye tous les jours. Oui. Elle balaye le sol, sauf que tous les jours, ça s'effrite pareil. On peut constater que le mur, voilà, c'est pas de la peinture, c'est le mur qui s'en va. C'est des morceaux de mur qui partent tous les jours. Voilà, c'est complètement trempé, ça pue, je sais pas si... Voilà. Et cette dame dort ici, ça c'est son lit. Oui. C'est sa pièce principale, c'est sa pièce à vivre. Les murs fragilisés pourraient s'effondrer, mais ce qui inquiète le plus Kauter, c'est l'état du plafond. On peut constater à l'œil nu que le plafond s'affaisse en fait. C'est inquiétant. On a ici à côté du néon, il y a des morceaux de plafond qui sont tombés et que quand il pleut dans la maison. Des infiltrations d'eau seraient à l'origine de ces dégradations. L'humidité a fini par tout envahir. Cet appartement est totalement infesté de champignons. Tout le plafond, tout le mur. Cette dame, vous voyez, on est en plein hiver, il fait super froid et ses fenêtres sont ouvertes parce qu'autrement, elle ne peut pas respirer dans l'appartement. Depuis quelque temps, Karima, la locataire, accumule les problèmes de santé. Je suis pas à l'aise. Je peux pas aspirer. 2 fois par jour, je le mets pour que je peux respirer un petit peu. Parce qu'avec la médecine, je peux pas respirer. Voilà, c'est ça. Pourtant, cet appartement lui coûte 550 € de loyer chaque mois. Face à cette situation, Kauter a alerté le propriétaire. C'était il y a 1 an. Ils sont venus ici, ils ont fait prendre les photos dans là-bas, la fenêtre, et dans la salle de bain, la cuisine et tout. Rien du tout. Ils ne sont pas venus. Depuis, plus rien. Le propriétaire, un particulier, est visiblement peu regardant sur le confort de ses locataires. Mais pas question de baisser les bras. Je fais une fiche de signalement à la direction départementale des territoires et de la mer, de signalement de logements insalubres et indignes en fait. Dans un monde normal, je ne devrais pas exister. Il y a 100 000 personnes qui vivent dans les mêmes conditions que madame. C'est aussi hallucinant que déplorable et triste, quoi. Je veux dire, si nous on existe aujourd'hui, on existe depuis maintenant 11 mois, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une défaillance des pouvoirs publics. Bon, merci. Courage, je tiens au courant. Merci. Quelques semaines après notre tournage, un architecte a été missionné pour effectuer les travaux. Des défauts de gestion qui peuvent à tout moment se retourner contre les propriétaires au cas où l'immeuble viendrait à s'effondrer. À Marseille, nous retrouvons Toufik quelques jours après son évacuation. Ce matin, il peut revenir dans les parties communes de son immeuble. Après une enquête minutieuse des pompiers, c'est bien son logement qui pose problème. C'est vrai, ça a changé. Car voilà ce qui s'est passé à l'intérieur il y a quelques jours. Il y avait Isaac qui était en train de jouer à la play. Un soir, alors que son neveu est dans le salon, Toufik, dans une autre pièce, est alerté par un bruit suspect. C'était un gros bruit. Hein. Ça rigolait pas. En entrant dans le salon, il découvre alors l'étendue des dégâts. Une partie du plafond s'est effondrée. Ça a fait un trou de 1 mètre de largeur, quoi. Comme ça. De 1 mètre et quelques, quoi. Son neveu, assis sur le canapé, se trouve juste en dessous. Le premier morceau qui est tombé, c'était sur sa tête. Sur le front. C'est choquant, c'est choquant. Par chance, l'enfant s'en est sorti avec seulement quelques égratignures. Et là, tout le monde est parti dans le couloir. Et là, on a fait appel aux pompiers. Vous aviez peur que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'effondrent le plafond carrément. Ça aurait pu être pire, ouais. Avant l'effondrement, à l'origine, c'était comme ça, en fait. Le plafond ressemblait à ça, des traces d'humidité et des fissures dues à une infiltration d'eau au niveau du toit. La semaine dernière, comme il a flotté un peu plus grave que d'habitude, je pense que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça qu'il y a eu l'effondrement du plafond. Cette fois-ci, plus de peur que de mal. Mais cet événement a replongé la famille dans le drame qui s'est déroulé il y a 1 an, à quelques dizaines de mètres à peine. On est à la hauteur de
C'est 2 immeubles qui se sont effondrés il y a juste 1 an. C'était là. On a pensé que ça va faire comme ici, hein, comme ce qui s'est passé l'année dernière, c'est inoubliable, hein, c'est pas possible. Quelques semaines plus tard, le plafond de l'appartement a été réparé. Mais pour la famille de Toufik, plus question d'y retourner. Depuis, ils ont déménagé. Une peur qui transforme certains coins de Marseille en quartier fantôme. Dans le secteur de la Belle de Mai, nous retrouvons Kauter, la bénévole qui vient en aide aux riverains. Vous avez vu ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des morceaux de bois quand même pour tenir les fenêtres. Et vous voyez les morceaux de corniche qui manquent et des trous qu'il y a contre le mur et la taille des fissures. Et c'est pareil ici. Là, il y a un nouveau commerce qui vient de fermer. Vous voyez, il y a l'arrêté de péril qui est dessus. En clair, les bâtiments sont interdits d'accès. Ils représentent un danger imminent pour leurs occupants. La Belle de Mai a été le 2e quartier le plus touché par les évacuations post-effondrement du 5 novembre. Et rien que dans cette rue, il y a 7 immeubles qui sont sous arrêté de péril. Résultat, la vie de quartier s'en ressent. Cet habitant de longue date est désespéré. Cette rue, c'était une rue animée, il y a eu des magasins à perte de vue. On n'avait même pas besoin de descendre en ville, nous. On restait rien que dans notre quartier, ce que c'est devenu. C'est une rue fantôme maintenant. Ouais, c'est sinistré, ça a été abandonné. Pour autant, les risques n'ont pas disparu pour les riverains. Il y a des gros étais qui ont été fixés entre les 2 immeubles. La mesure de sécurité qui a été prise en cas d'effondrement, c'est ces morceaux de béton. Sauf que si ça s'effondre, malheureusement, ces morceaux de béton ne vont protéger ni les riverains, ni les passants, ni les automobilistes, ni personne en fait. C'est ça la réalité. La municipalité de Marseille en place au moment du tournage n'a pas souhaité s'exprimer. La nouvelle équipe, quant à elle, a promis le lancement immédiat de travaux dans les 400 immeubles de la ville, classés dangereux. Preuve que la situation est alarmante, ce jour-là, des inspecteurs sont dépêchés sur le terrain. C'est les services de prévention des risques et sécurité de la ville de Marseille. Ce service a pour mission de contrôler les immeubles insalubres. Bonjour, vous tombez bien parce que Kauter Ben Mohamed de l'association Marseille en colère, vous travaillez pour la ville, c'est bien ça? Je me souviens de vous visuellement, c'est pour ça. Celui-là aussi, il craint. C'est les habitants ou les commerçants qui vous l'ont signalé? Je sais pas. Vous savez pas? Ils ont eu un signalement pour cet immeuble, vous voyez, il est très très fissuré. Donc les habitants, a priori, s'inquiètent. C'est terrible. J'ai un sentiment de tristesse, de colère, c'est ma ville. Je suis née dans ce quartier à la Belle de Mai. C'est comme s'il y avait eu la guerre à Marseille. Sauf qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est juste le résultat de l'incurie et du mépris des gouvernants. Depuis la catastrophe de la rue d'Aubagne, 4500 Marseillais ont été évacués. 500 seraient toujours à l'hôtel, dans l'attente d'être relogés.